Bonsoir, chers étudiants. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avancez dans la préparation. J'ai choisi d'enregistrer cette séance afin que vous arriviez à avoir un élément sur lequel vous allez donc travailler pour préparer l'examen, Inch'Allah. Donc cette dernière séance est destinée ou est orientée vers la préparation à l'examen, comme la dernière séance en présentiel. Et dans cette séance, on va essayer de mettre l'accent sur les éléments les plus importants à retenir pour se préparer à l'examen. Donc c'est un cours qui portait sur les problèmes économiques et sociaux, et comme on l'a vu au niveau des dernières séances, on avait mis l'accent sur les problèmes que rencontre le Maroc et les pays en voie de développement, et les solutions qu'on doit apporter pour réduire le gap entre le Maroc en tant que pays en voie de développement et les pays émergents et surtout les pays développés et la manière avec laquelle il faut faire face à ces problèmes. Donc, premier élément sur lequel on avait mis l'accent, c'est de comprendre les problèmes. Deuxième élément, c'est de voir les politiques que le Maroc ou les autres pays en voie de développement doivent suivre pour faire face à ces problèmes et pour tirer profit des opportunités offertes au niveau international. Donc, comme on a vu le chapitre portant sur le chômage, et ici vous avez un peu les formules qu'il faut retenir, qu'on va utiliser au niveau des exercices. Donc là, vous avez le taux de chômage, qui est le nombre de chômeurs sur la population active. Comment on trouve la population active? Donc vous avez un schéma au niveau du cours qui vous permet de savoir comment distinguer la population active de la population inactive, de la population de 15 ans et en âge de travailler, donc entre 15 ans et 65 ans. Et donc là, vous avez les formules qui sont généralement données. Comme déjà évoqué au niveau du cours, ce qui est important n'est pas de faire les calculs, mais d'arriver à tirer des conclusions de ces formules. Donc là, vous avez le taux de chômage, qui est le nombre de chômeurs sur la population active, ce qui est normal, puisqu'on ne va pas chercher le nombre de chômeurs par rapport à une population qui ne cherche même pas un emploi, qui est inactive. Donc le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs qu'on a dans un pays, par exemple 5 millions ou 6 millions, par rapport à une population active. Active, ça veut dire qui travaille ou qui cherche un emploi. Et la population active, ça peut être par exemple 100 millions, donc vous avez 5 sur 100 fois 100, ça fait 5%. Et donc on doit toujours multiplier par 100, c'est un élément à ne pas oublier. Deuxième élément qui est très important avant de terminer cette partie par rapport aux formules, c'est qu'il faut, pour maximiser la note, toujours rappeler la formule. On ne donne pas tout simplement le résultat final, mais il est préférable de mettre les formules. Ça va vous être très utile par la suite. Deuxième élément qui est très important, à savoir le taux d'activité. Le taux d'activité, c'est les gens actifs, la population active, ça veut dire ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas, par rapport à la population en âge de travailler. Ça nous donne une idée sur ceux qui restent actifs sur le marché, soit en travaillant, soit en cherchant un emploi. Et ce taux d'activité est très important pour comprendre un peu la participation de la population à la création de la valeur ajoutée. Même en tant que chômage, vous êtes actif parce que vous cherchez un emploi et vous êtes actif dans la recherche d'emploi. Ça veut dire que vous allez intégrer certainement le marché de l'emploi par la suite. Le taux d'activité brute, c'est par rapport à la population totale. Et donc, c'est la population active comme le dernier taux, mais c'est par rapport à toute la population et non pas seulement à la population en âge de travailler qui est entre 15 ans et 65 ans. Le taux d'emploi, il s'intéresse à ceux qui travaillent, donc la population qui apporte et qui crée une valeur ajoutée, qui travaille, qui est occupée par un emploi par rapport à la population en âge de travailler. Et c'est un élément qui est très important parce que c'est ce taux d'emploi qui met l'accent sur la vraie valeur ajoutée créée. C'est là où on met l'accent sur l'apport de la population au niveau de la création de la valeur ajoutée. Il reste le taux d'inactivité et donc c'est 100% moins le taux d'activité
ou j'applique la formule. Donc là, c'est la population inactive sur la population de 15 ans et plus, fois 100 à chaque fois. Donc il ne faut pas oublier de multiplier par 100. Bon, les exercices donc, de chômage, on les a déjà vus au niveau de la dernière séance. Donc là, vous avez quelques exercices que vous devez préparer pour l'examen. Donc là, la difficulté d'un exercice portant au niveau du chapitre chômage, c'est il faut commencer par compléter le tableau. Donc là, vous avez la population âgée de 15 ans et plus, 10 millions, la population active, 4 millions. Je sais que la population âgée de 15 ans et plus est égale à la population inactive et la population active. Et donc la population active égale population âgée de 15 ans et plus, moins la population inactive. Donc 10 millions, moins 4 millions, ça nous donne 6 millions. Deuxième élément, c'est pour trouver les chômeurs. Donc il faut tout d'abord compléter le tableau pour faire les calculs. Les chômeurs, vous avez la population active. Et la population active, il y en a ceux qui travaillent et ceux qui cherchent un emploi. Donc puisque on a trouvé que la population active égale 6 millions, donc 6 millions moins 5 millions, il reste une partie qui chôme, à savoir 1 million. Donc là, vous avez les éléments dans la correction. On calcule donc le taux de chômage, le taux d'activité brute, le taux d'activité et le taux d'emploi. Donc tout simplement, on applique les formules que vous avez déjà. Et je rappelle encore une deuxième fois, il faut toujours rappeler la formule. Quel est le taux d'inactivité? Donc là, à chaque fois qu'on sait pas, donc quel est le taux d'inactivité dans ce cas? On ne va pas le calculer, on ne va pas mettre la formule, on va tout simplement, puisqu'on a calculé le taux d'activité plus le taux d'inactivité égale 100%, et donc le taux d'inactivité égale 100% moins le taux d'activité. Donc sans faire le calcul, sans mettre la formule, on peut le déduire facilement à partir de taux d'activité. Donc là, vous avez les éléments. Donc là, par exemple, le taux d'inactivité égale 100% moins 60% égale 40%. Et ce n'est qu'une application des formules déjà évoquées. Donc là, par exemple, vous avez un autre exercice. Et dans le même cas, donc là, on essaye de trouver déjà la population active. Et par la suite, on déduit la population occupée. Donc, par exemple, la population âgée de 15 ans et plus, c'est 8 millions. La population inactive est égale à 2 400 000. La population active, donc comme le cas précédent, est égale à la population âgée de 15 ans et plus, moins la population inactive. Ça nous donne le résultat. Donc, c'est 5 600 000. La même chose, donc 5 600 000 moins le nombre de chômeurs, ça va me donner la population à occuper, donc la population qui travaille. Et de la même manière, je calcule les taux et je trouve le taux d'inactivité. Donc là, c'est un exercice qui a été donné en 2017. Et pour vous dire que ce qui nous importe n'est pas le calcul, mais il y a d'autres questions qui peuvent être données. Donc là, on calcule de la même manière. Vous avez, donc vous devez dans ce cas compléter le tableau. Donc il faut ajouter la population active et ça nous permettra de faire les calculs par la suite. Donc la population active, vous avez la population en âge de travailler, moins la population inactive, et vous cherchez la population occupée. La population occupée, on fait à peu près la même logique, ça nous donne les résultats. Donc là, c'est les mêmes résultats. Ce qu'on ajoute, c'est d'autres questions. Donc là, par exemple, quelle est la différence entre le chômage frictionnel et le chômage structurel? Il faut chercher la différence et non pas le rappel des éléments ou des définitions qui ont été données au niveau du cours. Il faut mettre l'accent sur la différence. Comment peut-on expliquer le sous-emploi? Donc c'est une question où il faut revenir à ce qui était évoqué au niveau du cours par rapport au sous-emploi comme étant, bon, on ne va pas dire un type de chômage, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de chômage que les gens peuvent accepter de travailler dans des conditions ou dans des domaines qui ne sont pas adaptés à leur domaine de travail ou avec un salaire qui n'a rien à voir avec leurs compétences. Par exemple, comme je vous ai dit, vous avez un bac plus 5 et vous travaillez dans un travail qui
il ne nécessite pas de formation euh, bien précise. Et donc là, vous avez donc des éléments sur lesquels il faut travailler. Et un autre point sur lequel aussi j'aimerais mettre l'accent, c'est que il faut faire d'autres recherches. Il faut compléter le travail qu'on avait fait avec d'autres recherches au niveau de la préparation de l'examen. Et donc là, vous avez quelques exercices qu'on avait vus au niveau de la dernière séance. Deuxième partie où le calcul va nous intéresser, c'est le développement humain. Donc là, c'est les formules qu'il faut calculer. Vous avez l'indicateur de l'espérance de vie, l'indicateur de niveau d'éducation et l'indicateur de produit intérieur brut par habitant, qui sont les trois indicateurs qu'on utilise pour calculer l'IDH. Donc l'IDH égale IEV plus INE plus IPIB sur 3. Comment on les calcule? C'est qu'on a à chaque fois une valeur constatée, moins la valeur minimale, sur la valeur maximale, moins la valeur minimale. Donc la valeur minimale et la valeur maximale, vous l'avez dans ce tableau, il faut la prendre par cœur. Donc là, c'est facile à retenir. L'espérance de vie, c'est 85 et 25, le maximum 85 ans, et 25 ans, c'est le minimum. Taux d'alphabétisation, c'est plus simple, plus le taux de scolarisation, donc 100, 0, 100, 0. Et vous avez le PIB par habitant, la valeur maximale, c'est 40 000 et 100. Comment on calcule? Donc on a la première étape, donc on prend le pays, donc on veut calculer par exemple l'IDH de la Turquie. On prend les quatre éléments pour calculer les trois indicateurs pour avoir en fin de compte l'indicateur de développement humain. Donc là, l'espérance de vie, 71,4 moins 25 sur 85 moins 25, ça va nous donner l'indicateur de l'espérance de vie. La même chose pour le taux d'alphabétisation et le taux de scolarisation. Donc 87,4 moins 0 sur 100, 68,7 moins 0 sur 100 moins 0. Et le produit intérieur brut, c'est là où il y a une petite différence parce que je dois utiliser le logarithme. Donc c'est le logarithme de 8407 moins le log de 100 sur le log de 40 000 moins le log de 100. Donc là, vous avez les détails de calcul. Donc l'indicateur de l'espérance de vie, 71,4 moins 25 sur 85 moins 25, ça nous donne 0,773. L'indicateur d'éducation qui est différent puisqu'il est composé de deux indicateurs, 2 sur 3 indicateurs d'alphabétisation, donc 2 tiers de l'indicateur d'éducation, c'est l'indicateur d'alphabétisation, plus un tiers de l'indicateur de scolarisation. L'indicateur d'alphabétisation de la Turquie, vous avez 87,4 moins 0 sur 100 moins 0, ça fait 0,874. Et l'indicateur de scolarisation, c'est 68,7, ça nous donne 0,687. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier indicateur d'alphabétisation, je vais le multiplier par 2 sur 3, plus le deuxième indicateur de la scolarisation multiplié par 1 sur 3, ça nous donne 0,812. Et donc là, j'ai deux indicateurs, l'indicateur de l'espérance de vie de la Turquie et l'indicateur d'éducation. Il nous reste l'indicateur de PIB, donc logarithme de 8407 moins le log de 100 sur le log de 40 000 moins le log de 100 égale 0,740. Et donc l'IDH de la Turquie, c'est les trois indicateurs sur 3, ça nous donne 0,775. Bon, ce qui nous importe aussi dans le développement humain, c'est qu'on doit interpréter les données. Et là, lorsque l'indicateur est très élevé, donc c'est lorsqu'il est supérieur à 0,9, lorsqu'il est proche de 1, il est généralement proche de 0,8, entre 0,8 et 9, on dit que c'est un indicateur de développement humain élevé. Moyen, c'est lorsqu'il est entre 0,5 et 0,8, donc là, il faut faire un effort. Développement humain faible, c'est surtout les pays en voie de développement, les pays les moins avancés qui ont un IDH inférieur à 0,5. Ça veut dire qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts pour réduire le déficit. Donc le déficit de pays, ça veut dire 1 moins 0, l'IDH. Par exemple, pour la Turquie, le déficit, c'est 1 moins 0,775, ça nous donne le déficit. Donc l'effort que doit faire le pays pour se rapprocher de 1, c'est le déficit de pays. Et quel est le défi de pays?
c'est comment trouver le moyen de réduire ce déficit. Par exemple, on reviendra à la Turquie. Donc la Turquie, on peut voir que c'est un pays qui a, par exemple, l'espérance de vie qui est 71,4. Ça veut dire qu'il doit développer plus son secteur de santé. Le taux de scolarisation est très faible. Le produit intérieur brut par habitant est faible. Donc là, c'est l'effort qu'il faut faire, c'est surtout au niveau de la scolarisation, au niveau de la santé, au niveau économique. Ça veut dire qu'il faut un effort, il faut lancer des politiques publiques. Et là, je vous invite à revenir sur la séance qui a porté sur les politiques publiques pour voir quelles sont les politiques que la Turquie doit adopter. Donc, ce qui nous importera le plus n'est pas le calcul, mais quels sont les conseils à donner. Lorsqu'il y a une comparaison, j'essaye de mettre l'accent sur les points à comparer. Donc je prends un exemple. Par exemple, là, vous avez un pays sous-développé, un pays développé. On voit que le PIB par habitant est très proche, ça veut dire niveau économique est proche, mais si on calcule, on va trouver que l'indice de développement humain du pays développé est très important. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a mis l'accent sur l'éducation et sur la santé. Et on peut voir la différence. Donc, par exemple, le taux d'alphabétisation, 99%, alors que dans le deuxième pays, c'est 42%. Donc on peut voir que pour arriver à se développer, malgré que économiquement parlant, ils ont à peu près le même niveau, mais on voit que le pays développé est un pays développé parce qu'il a réussi dans les politiques publiques qu'il a suivies, surtout dans le domaine de l'éducation et le domaine de santé. Et là, vous avez des questions qui s'ajoutent au calcul parce que, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est le calcul. Donc là, vous avez des exemples d'exercices qui ont été donnés déjà et on peut voir le type. Donc là, vous avez le même pays entre 2 années, entre 2010 et 2016. Donc là où il y a fait plus d'efforts, on peut le voir et donc le commentaire doit porter sur ça. Donc il faut comparer les indices dans les deux périodes et tirer des leçons de ça, parce que ce qui nous importe aussi, c'est d'arriver à tirer des leçons d'autres expériences, surtout les pays émergents ou les pays qui ont réussi. Donc là, par exemple, vous avez un exercice. Bon, c'est ce qu'on avait vu au niveau de la dernière séance. Donc là, c'est par rapport aux politiques publiques. Donc euh, il faut tracer un carré magique qui vous permettra de répondre aux questions. Et deuxième chose, expliquer la politique qui a permis le passage à nouvelle situation dans ce cas précis de ce pays. Donc on voit que la croissance économique est passée de 1% à 8%. Donc c'est une politique de relance et on doit expliquer ce passage. Donc là, c'est les éléments les plus importants à retenir. Il faut bien préparer les exercices que vous avez dans le TD. Vous aurez certainement des exercices qui ressemblent à ces exercices. Et il faut faire des recherches par rapport aux éléments qu'on avait donc évoqués à chaque fois au niveau du cours et préparer les textes que vous avez. Inch'Allah, tout ira bien. Bon courage et à très très bientôt, Inch'Allah.